Donc avant de commencer, on va passer le mot de bienvenue au président du MAPROM, en l'occurrence Niang Souleymane. Bonjour tout le monde. Chère assistance, je voudrais d'abord, au nom du mouvement autonome pour le progrès, vous exprimer nos sincères salutations et nos profonds remerciements. Nous remercions le public de s'être déplacé en ce samedi, jour traditionnellement réservé à des activités plus festives, pour assister à cette conférence. Nous remercions également les conférenciers que notre modérateur présentera plus tard pour avoir accepté de répondre à notre invitation. Le MOP, dans sa volonté de contribuer à la compréhension et à la résolution du problème épineux qu'est l'identité, a fait appel à des universitaires et spécialistes pour nous permettre de mieux en saisir les contours et la profondeur. On le sait, il s'agit d'un sujet très sensible et trop souvent abordé à partir des considérations politiques et idéologiques. Comme vous le savez, la Mauritanie, depuis des décennies, voit cette problématique identitaire se cristalliser, creusant un fossé entre les populations mauritaniennes, et ce, sans que les pouvoirs publics ne daignent sérieusement la prendre en charge. Ou lorsqu'ils le font, c'est seulement pour diviser. Tout le monde se rappellera ici des propos dévastateurs qui furent ceux des responsables politiques de premier plan sur la place des langues nationales en Mauritanie. S'il n'est pas besoin de rappeler leurs propos, disons simplement que ceux-ci témoignaient d'une grande inculture. Aujourd'hui, la Mauritanie a besoin de résoudre ce qu'il faut bien appeler le problème identitaire, et nous tenons l'espoir qu'avec la participation de toutes les organisations de la société civile et politique de l'intérieur et de la diaspora, mais également celle des intellectuels, nous viendrons à bout de cet épineux problème et qu'enfin une nation arc-en-ciel, en ciel, tournée vers le développement et l'unité jaillira. Le mouvement autonome pour le progrès espère que cette conférence permettra d'aller au-delà des grands discours pour sortir de ce problème. Il faudra un véritable engagement de toutes les volontés individuelles et collectives, des partis politiques, des organisations de la société civile, des pouvoirs publics et même au-delà. Nous estimons qu'il est de notre devoir, du devoir de tout celui qui veut que la Mauritanie devienne cet État unitaire où toutes les communautés vivent ensemble dans le respect et la dignité, de travailler à résoudre dans le calme, la tolérance et la sérénité ce problème. C'est dans ce contexte que le MAP, fidèle à ces principes, a voulu agir, proposer des solutions avec tous les partenaires de bonne volonté. Au nom du MAP, je vous souhaite une agréable et instructive après-midi en compagnie de nos conférenciers. Pour terminer, je rappelle juste que la conférence a été organisée pour discuter sereinement et calmement, et que bien évidemment, discuter de l'identité ne veut pas dire tenir des propos blessants et sectaires. Je vous remercie. Merci Souleymane. Bon, permettez-moi quand même de présenter des excuses du MAP pour une petite désorganisation qu'on a eue au dernier moment par rapport à la participation de Will Siré, qui était chargé au préalable de discuter sur la question de l'esclavage en Mauritanie, mais qui pour des raisons d'ordre privé ne pourra pas être là aujourd'hui. Pour pallier à cette situation, on a fait appel à Binamoul Abid, qui est de passage à Paris, donc il interviendra sur la question au dernier moment. Maintenant, pour revenir à la conférence telle que nous l'avons définie, comme vous le savez tous, la question identitaire en Mauritanie occupe une place particulière. Et c'est pourquoi on a voulu associer à cette journée des hommes de science, comme l'a bien dit Souleymane. Maintenant,
traiter de la question identitaire en Mauritanie, c'est tenter de manière apaisée de faire cette rencontre des cultures, des groupes, des mondes qui certes échangent, partagent, mais pas assez, hélas. On peut en effet regretter que ces mondes, ces groupes et ces cultures, durant ces 40 dernières années, ne se soient regardés qu'au travers des stéréotypes, des représentations fausses, ou disons même trop caricaturées. Les manipulations politiciennes sont en grande partie responsables de ce fait. Ainsi, nous avons voulu vous convier aujourd'hui à cette rencontre pour tenter avec vous de sortir de ces manipulations et regarder l'identité mauritanienne, ou plus exactement les identités mauritaniennes, avec un regard neutre, c'est-à-dire le regard scientifique. Ce regard nous permettra de comprendre pourquoi l'identité pose autant de problèmes en Mauritanie. C'est ce qui peut-être permettra de sortir d'un débat qui nous fait plus de mal que de bien. Pour nous éclairer, nous recevons par ordre de passage Abdelouadoud Ould Cheikh, professeur d'anthropologie et de sociologie à l'université de Metz. Nous nous remercions chaleureusement d'avoir accepté de s'être déplacé pour participer à l'animation de la conférence. Et en deuxième, nous avons ici Grégory Giraud, qui est chercheur sur des questions de géopolitique. C'est à travers ses recherches qu'il a pu faire la rencontre de la Mauritanie, donc c'est ce qui lui permet d'aborder la question identitaire aujourd'hui avec beaucoup de sérénité. Donc, c'est pour dire qu'au début, nous aurons une première partie qui sera consacrée par les interventions de M. Abdelouadoud Ould Cheikh et de Grégory Giraud. La deuxième partie sera consacrée à M. Le Gourmand, qui est professeur des universités, en particulier professeur de droit au Havre, qui se chargera de débattre sur la question constitutionnelle, donc avec tout le mérite qui lui revient. Et en dernière position, comme on l'a dit, nous aurons l'intervention de Biran pour revenir sur la question qu'on avait consacrée à Ould Siré. Donc je vous remercie et donne la parole à M. Abdelouadoud Ould Cheikh. Merci donc au MAPROM de m'avoir convié à cette rencontre. J'ai peur que vous ayez pris un petit peu un risque, parce qu'avec des vieux comme moi, on s'expose soit à voir quelqu'un qui vous raconte sa vie, parce que je suis en quelque sorte un témoin d'une cinquantaine d'années, de ces 50 ans de la Mauritanie indépendante. Et en même temps, je suis un enseignant presque à la veille de la retraite. Donc mon propos risque d'osciller entre un bavardage de quelqu'un qui raconte ses souvenirs ou des choses qui pourraient être un peu endormantes. Je vais essayer de faire un compromis le moins endormant possible entre les deux, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Donc j'avais donné un intitulé que j'avais mis sous la forme « Quelques observations autour des constructions identitaires ethniques », mais je vais un peu modifier ce sujet en le mettant plutôt sous la forme de quelque chose comme le rapport entre tribu, ethnie et État, plus particulièrement dans le contexte mauritanien, mais je vais l'aborder sous un aspect relativement général au fond. J'aurais voulu commencer par une sorte de petit clin d'œil qui est lié à mes souvenirs de lecteur de journaux relativement assidus. Ça se passait, je crois, il y a une vingtaine d'années. J'avais lu dans un journal, je ne sais plus lequel, journal français, qui rapportait, lui, les propos d'un journal zaïrois. Et ce journal zaïrois, à propos de la Belgique, disait « La tribu des Flamands est sur le point d'entrer en guerre avec celle des Wallons. Les grands sorciers des deux tribus ont promis de se rencontrer pour tenter de désamorcer la crise. » Alors, ce titre, c'est intitulé d'article dans la presse française, correspond un peu à la volonté souvent, remarquée chez les Français, de se moquer de leurs amis belges, de leurs voisins belges. Mais ça traduit surtout aussi peut-être
l'idée chez les Aïrois eux-mêmes d'une certaine volonté de retourner le stigmate tribal contre leurs anciens dominateurs. Et puisque le lecteur, comme vous le savez, ne s'attend pas vraiment à ce que les Wallons et les Flamands soient représentés comme des tribus, et au reste, la Belgique, comme vous le savez, vient de traverser l'une des plus longues crises ministérielles de l'histoire contemporaine, avec une année pratiquement sans gouvernement, et le gouvernement belge n'a pas puissamment souffert au fond de cette situation, bizarrement. Alors que malheureusement, le Zaïre, lui, dans lequel cette situation avait été repérée, a vécu l'une des guerres civiles les plus dévastatrices de la planète, avec à peu près 4 millions de morts, dit-on jusqu'à présent, et on met cette situation sur le compte des conflits de caractère tribaux ou ethniques, comme on les appelle parfois. Avec l'absence, justement, en pointant l'absence d'une autorité de séparation de ce qu'un penseur proto-sociologue arabe qui s'appelle Ibn Khaldoun, le XIVe siècle, appelait un wazir, c'est-à-dire un séparateur, quelque chose qui sert à séparer entre des communautés qui sont en train de risquer de s'affronter. Alors tout ceci pour introduire à la difficulté de définir tribu, ethnie et le rapport avec l'autorité étatique. Et vous connaissez aussi, évidemment, vous n'en avez peut-être même certes pas les plus jeunes d'entre vous, mais vous avez probablement des parents qui ont aussi directement ou indirectement souffert des affrontements que la Mauritanie a connus à partir de 1989, mais qui avaient déjà commencé à s'esquisser dans les années antérieures. Et puisque je suis aussi vieux que je vous le racontais tout à l'heure, j'ai moi-même été témoin des premiers affrontements, par exemple en 1966 au lycée de Nouakchott, où j'étais à l'époque, suite à une succession d'événements qui ont trait notamment aux réformes de l'enseignement et à l'introduction de la langue arabe dans l'enseignement. Alors, dans ce que je vais dire, tout ça c'était pour souligner un peu la difficulté, si vous voulez, qu'il y a à définir tribu, ethnie et à situer le rapport avec l'État, puisqu'il est question d'identité, donc c'est des identités tribales et ethniques que je vais vous entretenir. Je dirais d'abord quelques mots sur ces notions de tribu et d'ethnie, et j'en viendrai dans un deuxième moment à le rapport avec l'État. Alors, donc cette anecdote que j'ai rapportée tout à l'heure, donc sur ces affaires de tribus wallonnes et flamandes, illustre en quelque sorte les soubassements hiérarchiques qui accompagnent les représentations associées, pour le sens commun contemporain, à ces notions de tribus et surtout dans ses rapports avec l'État. Et dans les visions évolutionnistes des sociétés humaines, celles qui inaugurent en particulier les travaux d'un anthropologue déjà ancien, mais fort connu, qui s'appelle Morgan, l'organisation tribale est affectée à un stade, ce que Morgan appelle, ce que l'évolutionnisme en anthropologie appelle un stade d'évolution particulier, qui est situé entre la horde, qui serait caractéristique. Ce stade est celui de la barbarie. Ça, c'est dans la classification de Morgan, parce qu'il distingue sauvagerie, barbarie et civilisation. Et donc, la tribu est associée, si vous voulez, à ce stade intermédiaire qui est celui de la barbarie. C'est un peu mieux que la sauvagerie, mais ce n'est pas encore tout à fait la civilisation, vous voyez. En suivant un petit peu ces affaires, parce que ça, c'est un peu ma boutique, si vous voulez, je vais vous amener un petit peu chez les anthropologues. Chez les anthropologues fonctionnalistes, donc un autre courant important dans l'histoire d'anthropologie, qui est particulièrement l'anthropologie fonctionnaliste britannique, qui est héritière des travaux d'Emile Durkheim, elle va maintenir et à certains égards accentuer cette opposition entre tribu et État. Parce que dans la société, dans le stade de la sauvagerie, si vous voulez, il n'y a pas d'État, il y a la horde, et l'État ne viendra qu'avec la période dite de la civilisation. Et Durkheim, qui réfléchissait lui-même sur les progrès de la division du travail et sur ses effets, établissait une distinction qui est certainement familière peut-être à certains d'entre vous, pour ceux qui ont tâté en tout cas un petit peu de sociologie ou d'anthropologie, entre les sociétés qu'il appelle à solidarité mécanique, ou par imitation,
et qui sont caractéristiques, sont des sociétés au fond peu différenciées, c'est-à-dire dans lesquelles il y a peu de division du travail, parce que lui, l'objectif de sa réflexion, c'est de savoir quels sont les effets de la division du travail sur les sociétés humaines. Il dit qu'il y a des sociétés dans lesquelles il y a peu de division du travail, qu'il va appeler des sociétés à solidarité mécanique. Et il y a des sociétés dans lesquelles va se développer une division du travail plus importante, qu'il appelle les sociétés à solidarité organique, parce que dans les unes, les premières, qui sont, dit-il, les sociétés segmentaires, c'est des sociétés dans lesquelles chaque unité est extrêmement semblable à la voisine, mais elle ne fait pas des choses différentes. Et si vous allez dans un village poulard de la vallée du fleuve, ou si vous allez dans des campements morts du fin fond du Aude, vous allez avoir en quelque sorte deux duplicata de la même structure, en gros. Les gens font tous à peu près la même chose, et quel que soit le village dans lequel, ou le campement dans lequel vous allez trouver à peu près les mêmes types de structures. Alors que si vous allez dans une société où il y a une division du travail plus complexe et plus sophistiquée, vous allez avoir des formes d'organisation du travail et de solidarité qui seront nettement différentes et qui correspondraient pour Durkheim à ce qu'il appelle la solidarité organique. Qui est lié donc à une diversité des métiers, à une diversité des occupations, qui font que le degré de spécialisation avançant, les gens ont besoin d'associer des spécialités diverses, des spécialisations diverses pour constituer des unités de travail qui seraient différentes de ces clones, de ces échantillons qu'on représente à chaque fois l'un de ces villages ou de ces campements que je vous ai évoqués. Toujours pour vous balader un peu chez les anthropologues, un anthropologue britannique qui s'appelle Evans Pritchard, qui est l'auteur notamment d'une étude très classique sur les Nouers du Sud-Soudan, dont on parle parfois aujourd'hui, alors que leur pays vient juste d'être indépendant du Nord-Soudan. Il a lui-même fortement contribué, cet Evans Pritchard, à essentialiser, si vous voulez, ces distinctions entre sociétés segmentaires et sans État aux sociétés munies d'un État. Et pour lui, comme pour les travaux qu'il a inspirés, l'organisation tribale repose avant tout sur la parenté. Et plus précisément encore, sur les rapports particuliers de parenté qu'il appelle la filiation unilinéaire, et en particulier chez les Nouers, mais ça c'est la même chose dans les sociétés que vous connaissez, une filiation qui se transmet par une seule lignée de parents, dans les sociétés que nous connaissons, à l'exception peut-être un peu de la société Wolof, je ne sais pas s'il y a des Wolofs dans cette salle. Dans la société Wolof, il y a une forme de transmission de la parenté qui est peut-être bilinéaire, c'est-à-dire que les mères transmettent quelque chose et les pères transmettent quelque chose. Mais chez les Halpularais, les Soninké et les Hassanophones, la transmission de la parenté s'effectue essentiellement par la lignée paternelle. C'est ça qu'on appelle la filiation patrilinéaire. La référence à un même ancêtre, donc associée à un mode de mariage spécifique, et là aussi c'est extrêmement important, parce que cette question du mode de mariage va également distinguer, à la fois séparer ces communautés entre elles et séparer les gens au sein de la communauté. Parce que c'est, par exemple, dans la communauté hassanophone, chez les morts, moi j'emploie une terminologie parfois un petit peu archaïque, parce que c'est des gens de mon âge qui parlent des tout couleurs, des morts, des choses comme ça. Ça ne se fait plus tellement aujourd'hui, mais c'est comme ça, pour les gens de ma génération. Chez les morts, par exemple, on se mariait de préférence avec une femme qu'on appelle la bint al-am, ou mint al-am en hassania, c'est-à-dire la fille de votre oncle paternel. La fille du frère de mon père est la femme que je devrais idéalement épouser. Si j'étais un mort standard, si vous voulez, un mort normal, qui n'est pas tout à fait le même. Et cette circonstance est associée à une autre chose que l'on appelle l'hypergamie féminine. C'est un terme, il ne faut pas s'en effrayer, hein, ça veut dire simplement que l'expérience que vous en avez dans ces sociétés, qui sont des sociétés à caste aussi, sont des sociétés très stratifiées, toutes les sociétés qui composent la société mauritanienne, sont des sociétés, comme vous savez, où il y avait des esclaves, des griots, des artisans, parfois des pêcheurs spécialisés, des anciens guerriers, des marabouts, hein, des gens de différents groupes comme ça. Et ces gens ne se mariaient pas forcément entre eux, et en particulier, les plus haut placés ne donnaient pas leurs filles à des gens qui sont moins haut placés qu'eux, enfin plus bas placés, plus exactement.
dans les communautés du sud de la Mauritanie, il me semble que c'est parfois un petit peu plus souple pour certains types d'alliances que dans la société maure, parce que par exemple entre les Torobé et les Sebé de la société Al-Poular, il me semble que le mariage est possible relativement fréquemment par exemple, alors que entre Hassan et Zouaya de la société maure, ceci était une chose très peu fréquente, et en même temps quand elle arrivait, elle cassait un petit peu les règles, parce que les Zouaya, c'est-à-dire les marabouts, les lettrés, pouvaient épouser les filles des guerriers, mais l'inverse était extrêmement rare. Alors que statutairement, les guerriers sont plus haut placés dans le système traditionnel maure. Les guerriers, en tout cas les hautes strates des guerriers, étaient plus importantes que les marabouts, disons, du tout venant, le tout venant maraboutique. Donc, ce système de mariage associé à la parenté unilinéaire permettait de définir des unités de proche en proche qui constituaient, plus ou moins étendues, si vous voulez, qui constituent ces segments dont parle l'anthropologie quand elle parle de société segmentaire. C'est, par exemple, chez les hassanophones, ça va de la Khaïma à ce qu'on appelle le Balton, le Fakhl, la Ashira, jusqu'à la Kabila. Vous avez chez les Poularophones, vous avez la Galée, le Légnol. Vous avez chez les Soninké, je crois qu'on parle de Ka, de Diamou, et parfois de Kabila, même, qui est le même terme qu'en arabe, mais je pense que peut-être Abdoulaye Diagana pourrait confirmer si je dis des bêtises, ou infirmer si je dis des bêtises. Donc, ces systèmes sont fondés, si vous voulez, sur ce que les anthropologues appellent des solidarités compétitives. C'est-à-dire qu'au fond, les gens sont à la fois, en tout cas les Oulad al-Am, les cousins chez les Maures, mais c'est la même chose que dans les sociétés noires de Mauritanie. Les cousins sont égaux entre eux. Ce sont des sociétés fondées d'une certaine manière sur l'égalité, mais sur l'égalité et sur la compétition. C'est moi contre mon frère, parce que je ne veux pas que mon frère soit plus important que moi, mais mon frère et moi contre nos cousins, quand il s'agit de conflits. Et nous en avons besoin d'ailleurs, on se bat entre cousins aussi pour affirmer notre supériorité. Et par exemple, dans les communautés, j'imagine, mais là aussi, si je me trompe, corrigez-moi, je pense que les enfants du même lit
la cause finale, le but ultime de la Asabia, c'est le pouvoir. Et que ça, que ce soit dans le plus petit groupe ou à l'Empire tout entier. Vous voyez, alors que chez les révolutionnistes et les fonctionnalistes plus ou moins contemporains, vous avez une opposition radicale entre ce qui anime la solidarité d'une tribu et ce qui anime la solidarité dans un système étatique. Pour une Khadoul, ce n'est pas le cas. Il y a une sorte de continuité, si vous voulez, entre Asabia de caractère tribal et Asabia de caractère plus englobant, plus étatique. Il y a un deuxième facteur qui, lui, concerne à certains niveaux aussi la situation en Mauritanie, c'est le rôle que Ibn Khaldoun attribue à la religion dans le dépassement, la volonté de dépasser les solidarités étroites et fissiles de ces systèmes tribaux élémentaires. Il dit le pouvoir chez les tribus organisées autour de la Asabia et particulièrement les groupes nomades, parce qu'il y a toute une réflexion sur l'opposition entre nomades et sédentaires que je vous épargne, mais on pourra en reparler si vous voulez, chez cet auteur. Il dit, ces gens-là, les nomades sont des gens sauvages, frustes, agressifs, pillards, tout ce que vous voulez, ils ont des tas de caractéristiques tout à fait négatives à ses yeux, mais ils ont un bon fond malgré tout. Ils ne sont pas totalement nuls, ils sont bons. Ils ne peuvent venir à bout de leur rivalité proche que si une affaire religieuse entre dans la question. Si apparaît parmi eux un prédicateur, un prophète ou une grande figure religieuse quelconque, ils peuvent momentanément accepter de renoncer à la fiscalité de leur système et s'unir pour construire quelque chose qui pourrait ressembler à une communauté éventuellement pouvant devenir un État. Et ça ramène à quelques considérations maintenant sur l'ethnie, après d'avoir passé un petit moment avec la tribu. Alors, tribu et ethnie s'inscrivent dans le fond, et en particulier pour le sens commun, dans des champs sémantiques au fond qui sont très voisins, sinon identiques. Alors, l'ethnie, dans l'usage courant, désigne, si vous voulez, un ensemble linguistique. Je vais insister un petit peu sur la partie linguistique, mais ce n'est pas une caractéristique absolument probante, parce que vous avez, par exemple, Hutu et Tutsi parlaient la même langue. Hein. Les Serbes et les Croates, plus proches d'ici, parlaient la même langue. Hein. Donc la langue n'est pas forcément un critère discriminant fondamental dans les affaires de communautés ethniques. Mais vous avez aussi des choses culturelles. Vous avez évidemment la religion, là aussi pas discriminant, parce que par exemple en Mauritanie, vous avez tout le monde est musulman, mais les gens se s'identifient à des groupes ethniques différents. Mais à des systèmes de parenté, par contre là, c'est effectivement un petit peu, c'est un peu discriminatoire. Même si par exemple dans toutes les communautés de Mauritanie, tout le monde vous dira épouser un cousin c'est bon, une cousine c'est bon. Sauf que chez les poularophones par exemple, la cousine croisée matrilatérale, c'est-à-dire la fille de l'oncle maternel, n'est pas vraiment l'idéal, mais elle était considérée comme un petit peu meilleure que les autres épouses possibles. Et vous avez à peu près la même situation chez les Soninké, si je ne me trompe pas, mais on ne peut pas appeler ça des mariages préférentiels, parce que c'est des cas qui ne sont pas très répandus, si vous voulez. Et de toute façon, épouser une cousine, même parallèle, c'est-à-dire la fille de votre oncle paternel, et votre cousine parallèle patrilatérale, ça c'est encore un bon mariage, y compris chez les poularophones, chez les Soninké, comme chez les Maures. Donc c'est pas non plus très discriminant le système de parenté. Par contre, les règles de conduite sociale, autres, c'est-à-dire la pudeur, ce qu'il faut dire ou ne pas dire, comment se comporter en présence de personnes âgées, etc., ça c'est des choses qui peuvent être des facteurs discriminants. De même que les autres éléments de la conduite, les autres éléments de conduite culturelle, comme par exemple le vêtement, l'alimentation, la façon de se maquiller ou se rendre beau, toutes ces choses-là peuvent être aussi des facteurs discriminants, parce que par exemple, traditionnellement, la coiffure maure et la coiffure alpulaar n'étaient pas les mêmes. Les gens ne mangeaient pas tous du lakiri, hako, ils mangeaient plutôt du couscous haché parfois le soir au lieu de l'on. Maintenant, tout le monde mange du riz au poisson, voire du McDo quand il a les moyens dans la ville, mais après, vous aviez comme ça des facteurs discriminants sur la partie, les vêtements, etc., la musique, même s'il y a là aussi des facteurs qui ne sont pas intégralement discriminants, mais enfin, il y a quelque chose qui fait un petit peu des différences. Et donc, ces facteurs-là aussi sont à prendre en considération. Alors l'ethnie, dans ce contexte-là, apparaît quand même comme une chose qui connote une idée d'arriération par rapport à la notion d'État, et en particulier elle apparaît comme, dans l'opposition à la nation, elle apparaît comme une sorte d'infranation, une nation à laquelle il manque quelque chose, et en particulier à laquelle il manque un État. C'est une des rares
si vous voulez, des différences que l'on peut éventuellement observer entre nations et États. Mais elle peut aussi mobiliser un certain nombre de traits physiques plus ou moins visibles, correspondant à des choses que l'on définit parfois comme des phénotypes. Et vous avez dans ce contexte-là, par exemple dans le contexte mauritanien, vous savez très bien qu'il y a des gens qui sont plus ou moins noirs, et que vous avez des classements de type les noirs, les morts, les blancs, les noirs, les négros africains ou les négros mauritaniens, tout ça définissant parfois des classements à base, disons, mélanisés, à base fondée sur la couleur, bien que ce critère soit en réalité un critère lui aussi éminemment discutable, parce que même s'il y a des stéréotypes raciaux et racistes fondés sur la couleur, vous avez la société Maure, par exemple, que je connais la moins mal, cette société, c'est une société qui est une sorte de, disons, de kaléidoscope chromatique extrêmement varié, et dans laquelle les groupes, parfois les plus hauts, statutairement parlant, ne sont pas plus clairs que ceux qui sont censés être au-dessous d'eux, hein, si vous voulez. Et donc, ce critère de la couleur lui-même est un critère qui est à prendre avec des précautions. Même si, globalement, dans la société Maure, à la différence des sociétés noires du sud de la Mauritanie, les esclaves étaient généralement beaucoup plus noirs que leurs maîtres. Ce qui n'est pas systématiquement et absolument le cas. Par exemple, vous avez beaucoup de Harakin, des Al-Balikala, mais c'est un groupe limité, qui n'était pas foncièrement plus foncé que leurs anciens patrons dans certains cas. Mais quand même, les stéréotypes de couleur peuvent aussi fonctionner et servir dans certains cas pour les classements. Alors, comme l'ont montré un certain nombre de travaux d'anthropologues, je pense ici en particulier à ceux de Frédéric Barthes et de Jean-Louis Amsel notamment, mais il n'y a pas que, la spécialisation du terme ethnie dans les classements des populations dominées a correspondu à des exigences propres aux sociétés administratives coloniales. Là, je vais essayer de nous rassembler tous contre les colonisateurs, provisoirement au moins, parce que ça nous fait du bien de dire ce sont ces salauds de colonisateurs au fond qui sont responsables de tout ça. Ils sont responsables d'une partie, pas de tout, mais ils sont responsables d'une partie. Parce qu'ils ont, d'une certaine façon, contribué à rigidifier, en Afrique en particulier, mais aussi ailleurs, des entités qui étaient auparavant, qui avaient des contours beaucoup plus flous. Et que vous aviez dans la société mauritanienne précoloniale des ébauches d'identité de ce type. Mais personnellement, ça fait quand même 35 ans à peu près que je cherche des documents sur toutes ces histoires. Je n'ai jamais rencontré, si vous voulez, quelque chose qui ressemble à une confrontation ethnique, au sens où on entendrait de façon contemporaine. Quand les Torobés de la vallée du Sénégal se sont mis à se mobiliser à la fin du XVIIIe siècle, ils souffraient, les populations sédentaires paysannes de la vallée du Sénégal souffraient des exactions et des razzias à mort, mais leur guerre n'était pas une guerre ethnique. Hein, c'était d'abord une guerre animée par des gens qui se sentaient comme des musulmans et qui défendaient un objectif qui était fondé principalement sur l'islam. Ils en voulaient à ce qu'ils les rasiaient. Globalement, c'était des Tiapatou, mais ce n'était pas une guerre anti-Tiapatou, si vous voulez, globalement, je crois, en tout cas d'après ce que j'ai vu comme documentation. Et c'est une affaire qui était à la fois plus complexe et plus simple que ce que l'on va trouver de façon contemporaine sur les identités agressives et qui vont prendre un tour ethnique du type contemporain que nous allons voir. Et je crois que ça, c'est lié à la question des frontières. Ça, vous le trouverez par exemple dans le bouquin de Frédéric Barthes que je vous évoquais tout à l'heure, qui s'appelle Ethnic Groups and Boundaries, mais qui a été traduit en français, je pourrais traduit. Bien que, bon, il n'y a pas de bonne frontière ethnique de toute façon, mais les frontières permettent aussi aux ethnies de tenter de subsister, de se développer et de se chercher des identités, parce que c'est elles qui leur donnent une sorte de carburant, si vous voulez. Et en même temps, vous avez aussi des diasporas. Par exemple, si vous prenez le monde qui parle le Peul, c'est un des mondes les plus éclatés de toute l'histoire de l'Afrique, parce que ça commence à l'Atlantique et puis ça finit du côté du Soudan maintenant, presque jusqu'à la mer Rouge. Hein, en passant par le Nigeria, évidemment, le nord du Nigeria, Sokoto, mais aussi l'Adamawa dans le Cameroun, mais aussi une partie du sud du Tchad. Vous avez une zone extrêmement vaste géographiquement qui s'étend depuis l'Atlantique jusqu'à la limite sud du Soudan. Donc, quelqu'un qui voudrait rassembler tous les peuples de la Terre, il a du travail, hein, c'est pas une affaire... donc, la frontière, ethnie, bon, c'est une affaire qui... mais... La colonisation s'est quand même servie de ces identités parce qu'elle avait besoin d'abord d'administrer, hein, ça c'est évident,
Et elle va instituer un certain nombre de choses qui vont être des facteurs pour figer progressivement ces identités, en tout cas les rendre de moins en moins souples. Je songe ici en particulier pour... et en même temps, la colonisation, vous savez, en Mauritanie, c'est une affaire qui a été très longue, hein, qui a commencé... La vallée du Sénégal a fini d'être occupée à partir de 1891, mais déjà entre 1857, l'arrivée de Faidherbe, et 1891, la vallée du Sénégal a été entièrement occupée. Hein. Mais le pays mort, le pays saharien de l'espace mort mauritanien, lui n'a fini d'être complètement colonisé qu'en 1932. C'est-à-dire que les derniers soubresauts, on peut même aller jusqu'en 1934 si on veut. Et donc vous avez un étalement dans le temps qui a fait aussi que ce décalage a également été facteur d'un décalage dans le type d'occupation. Et par exemple, sur le plan de la scolarité, à Bogué, vous avez eu jusqu'en 1910 à peu près, entre 1891 et 1910, vous aviez deux écoles. Les deux seules écoles de Mauritanie, je crois qu'elles étaient à Bogué et Kaïli. Et c'est bien plus tard que vont commencer à exister d'autres écoles qu'on ne va pas d'ailleurs appeler des écoles, ça va être des médarsas, par exemple la Boutilimite, Vedera, Attar, Kifa. Et vous allez avoir donc une différenciation dans le mode d'occupation. Et vous allez avoir, particulièrement par rapport au pays mort, une administration qui va être au fond ajustée au système tribal. Par exemple, pour les recensements administratifs, il y avait ce qu'on appelait les ktoub, pluriel de ktab. Ktab, ça veut dire littéralement livre. Ah oui, voilà, je me dis que je finis par déborder. Un ktab, c'est un livre de recensement. Chaque groupe tribal, c'était sur des bases tribales, chaque groupe tribal était recensé et des sous-groupes tribaux à l'intérieur des groupes tribaux. Et les chefs tribaux, évidemment, bénéficiaient de ce système. On leur donnait des gardes pour aller collecter des impôts. Ils n'allaient pas les prendre chez leurs cousins les plus proches. Hein. Évidemment, ils allaient les récupérer ailleurs. Mais enfin, en gros, c'est un dispositif qui contribuait à renforcer leurs propres autorités et surtout à transformer en une sorte de bocage tribal très très figé, progressivement figé, un système qui auparavant était plus souple et qui va continuer en quelque sorte à se figer de cette façon-là. Alors, puisque je ne me reste pas beaucoup de temps, je vais dépasser cette affaire d'ethnie et arriver au rapport entre tribu, ethnie et État, qui est la dernière partie de mon propos. J'espère que je vais arriver à en dire quelque chose. Alors, on peut se demander si la Mauritanie a connu une forme d'État antérieure à la colonisation. Vous savez, vous avez entendu parler du Takrour, une histoire un petit peu mythique, évoquée par certains chroniqueurs arabes, notamment Al-Bakri et l'Idrissi au XIe, XIIe siècle. Mais certains chercheurs contemporains, notamment je songe ici au travail d'Abdelrahman Ba, qui a pris notamment un certain nombre de travaux faits sur la métallurgie dans la vallée du Sénégal, notamment à partir de Sinthiou Bara, mais pas que là. Il y a un certain nombre d'endroits qui ont montré qu'il y avait des restes de métallurgie importants, associés à l'histoire des Diaogo, puis après des Mana et des Tondion. Et on a voulu essayer de trouver une filiation étatique dans cette région-là, en essayant de reconstruire l'histoire du Takour. Mais tout ça, à mon avis, c'est quand même une histoire assez mythique. Hein. On a pu parler aussi, évidemment, de l'influence de Ghana. Bon, c'est une histoire aussi partiellement mythique, mais qui a quand même une certaine consistance, elle a existé. Le Mali, on a des indications un peu plus précises sur le Mali, parce que par exemple, un voyageur qui venait de Tanger, qui s'appelle Ibn Battuta, est arrivé à Walata en 1351, au mois de mai-août exactement, et il a passé un mois à Walata, et il a dit la ville est très bien administrée par un Farba Hussein, donc un gouverneur, une sorte de préfet envoyé par l'Empire du Mali. D'ailleurs, il se plaignait qu'il ne traitait pas très bien les Blancs. Il dit ce gars-là, c'est un noir, mais il n'a pas beaucoup de considération pour les Blancs. C'est un peu curieux, bon, il n'a pas aimé ça, lui. Donc, le Mali, bon, ça avait une certaine consistance. Les formes proto-étatiques sont développées par la suite, posent beaucoup de problèmes à mon avis. C'est le Wallo, ce sont les Denyankobé de la vallée, c'est les Émirats morts, c'est l'Almania du Fouta après les Denyankobé. Mais tout ce monde, c'était, enfin pour ce que j'en sais, mais peut-être y en a-t-il parmi vous ici qui sont bien plus informés, tout ça ne ressemblait pas véritablement à des structures étatiques charpentées,
et c'était plutôt des choses assez fragiles, globalement, en tout cas sans ce que l'on appelle des appareils d'État véritablement individualisés et consistants. Notamment l'instabilité, la très grande instabilité que ces régimes ont connue. Elle est assez documentée, par exemple, elle est assez documentée pour les Deniankobé, notamment à l'époque où ce que l'on appelle les Oromankobé sont intervenus dans la région. Ça, c'est l'histoire que vous connaissez, vous avez entendu sous la forme de, un petit peu, là aussi, à moitié épique, à moitié mythique, les histoires entre Sambagela Dudjeri et Konko Boubou Moussa dans les années 1720-1740. Ce sont aussi les choses qui vont arriver dans l'Almamia du Fouta, dans les très longues bagarres qu'il va y avoir également entre la période, surtout dans les années des luttes entre Boubacar Kane et ses rivaux. Ces régimes vont être des régimes particulièrement fragiles, disons, et à ces instants. Alors la colonisation, elle va avoir un grand rôle, à la fois, là je vais être plus mitigé que ce que je disais tout à l'heure, moi je la qualifie souvent elle est à la fois républicaine et coloniale, la colonisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Coloniale, ça veut dire que les blancs colonisateurs étaient supérieurs à tout le monde. Mais en dessous des blancs, tout le monde était à peu près égal. Donc, en ce sens-là, elle était républicaine. Et quand moi j'ai fait là je reviens à mes souvenirs de petits vieux maintenant, quand j'étais à l'école primaire à Montélimite, moi j'appartiens à un milieu de petite aristocratie traditionnelle qui est très méprisante à l'égard de tout ce qui n'appartient pas à son milieu, un peu comme les Torobés de la vallée. On pouvait être à l'école sur les mêmes bancs avec nos anciens esclaves. Et donc l'institut français, lui, il se fichait complètement à la fois de notre couleur, parce que pour lui, nous étions de toute façon plus ou moins noirs tous. Et deuxièmement, ce qui l'intéressait, c'était nos valeurs scolaires, si vous voulez. Hein. Donc il était un institut républicain qui disait, voilà, ceux qui sont les plus malins sont ceux qui devraient arriver, les autres qui traitent, c'est des cancres. Blancs, noirs, ils sont cancres de toute façon, et par ailleurs, ils ne sont pas blancs, de toute façon. Hein. Donc, en ce sens-là, elle était républicaine d'une certaine manière. Mais en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, elle était aussi ethnique tribale, et elle a contribué à ossifier, à figer ces distinctions que j'évoquais tout à l'heure. Avec l'indépendance, et je serai là, je m'achemine vers le tout dernier point, Monsieur le Président, Monsieur le modérateur. Ah bon, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter dans 1 minute, si vous permettez. C'est bon, tu peux continuer. Voilà. C'est l'indépendance à l'égard du monde extérieur, qui est elle aussi un facteur très important et qui va contribuer à globaliser ces identités, parce que les tribus et les ethnies aujourd'hui ne sont pas des choses qui sont purement locales. Hein. Ce sont des choses qui se branchent sur des réseaux internationaux. Et vous pouvez voir un site internet des idées Moussat de la région du sud de la Sava, ou un site internet des Boguéens, ou même des Boguéens du sous-groupe des Halaïbé ou de tel autre. Bon. Et tout ça branché sur des ONG, branché sur des organismes de bienfaisance, branché sur des trucs qui vous reconstituent de l'identitaire, qui produit à la fois du local et du global, dans lequel on ne sait plus tellement qu'est-ce que véritablement une tribu, qu'est-ce qu'une ethnie, et quel est le rapport de l'État avec tout ça. Excusez-moi d'avoir été long, je m'arrête. Merci, Belvedere. Donc, avant de passer aux questions-réponses, on va donner la parole à Grégory.